c'est quand même pas pour rien qu'on utilise beaucoup le Bitcoin Paradoxalement, dans les ransomware. Oui, alors effectivement, oui. paradoxalement, il y a eu la BCE qui a publié un rapport dernièrement là, sur l'adoption du Bitcoin sur l'ETF aux États-Unis. Le financement du diable, enfin c'était en anglais, j'ai plus les termes exacts. La monnaie du crime, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et il y avait une nuance qui disait, oui, mais il faut pas oublier que les crypto-monnaies sont impliquées dans 0,34% des transactions criminelles et l'euro 1%. Et que la Banque centrale, par nature, ayant un pouvoir de création monétaire illimité, vous m'accorderez qu'il est quand même un peu stupide de rembourser une banque centrale qui n'a pas besoin de faire de bénéfices, qui a un pouvoir de création monétaire illimité, et donc qui se contrefiche qu'on la rembourse ou pas. Parce que finalement, qu'on la rembourse ou pas, elle crée la monnaie instantanément pour compenser ça. Elle a un pouvoir de création illimité tant qu'on demande sa monnaie et qu'il y a une stabilité de sa valeur dans le temps. Quand il n'y a plus de stabilité de valeur dans le temps et qu'il n'y a plus de demande, c'est le peso argentin et on voit comment il se casse la gueule. Oui, mais aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on en est quand même loin. On y est loin, tant qu'on ne tombe pas dans ces dérives. Alors, donc, l'or n'avait pas de valeur monétaire en soi, on lui en a donné une et puis on l'a suspendue. Et qui c'est qui lui a donné cette valeur monétaire alors ? Est-ce que ça s'est pas fait justement par l'usage et le temps ? Bien sûr, mais en fait... Et qui c'est qui l'a suspendu ? Est-ce que c'est pas le politique ? Ah bah si, c'est Nixon qui a défilé en 71. Alors que pourtant les gens n'avaient pas forcément volonté d'y mettre fin. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Librairie. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, Nicolas Dufresne. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Très bien, merci de votre invitation. Avec plaisir. En plus, on est dans le studio, WeProd Studio, au 23e étage de la Tour Montparnasse. Avec une très jolie vue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là ? C'est parfait, c'est très cosy. Ça va être l'occasion du coup de rebondir sur les sujets d'actualité. Puisqu'on avait déjà échangé, alors c'était quoi, il y a peut-être un an maintenant ? Oui, peut-être même un peu plus. Un peu plus peut-être. Ouais. Et on avait parlé du livre, donc votre livre que vous aviez écrit avec Alain Grandjean, voilà, Une monnaie écologique. Et là, vous avez sorti un nouveau livre, donc La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer ? Je le montre, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Il est encore récent. Voilà. Mais vous me l'avez amené et vous me l'avez gentiment offert, donc je vous remercie, je le lirai, c'est promis. Et vous traitez de sujets en plus que... Oui, il y a des continuités par rapport à monnaie écologique, mais il y a des focus encore plus approfondis sur la question de la monnaie libre, dont on va reparler, de l'annulation des dettes détenues par la BCE, de leur conversion en investissement écologique, et puis aussi un chapitre qui devrait vous plaire sur les monnaies numériques de banque centrale. Les enjeux. Effectivement, voilà. Sur l'euro numérique notamment. Et ça, Absolument. Moi, je voulais traiter de trois grands sujets, on va dire. Comme vous êtes un repenti anti-Bitcoin maintenant, Nicolas est devenu maximaliste Bitcoin. Non, seulement dans vos rêves. Donc ça sera l'occasion d'en reparler, puisque effectivement le Bitcoin a explosé récemment, il a retrouvé ses niveaux historiques. Il a chuté, alors en fonction de la date de publication de la vidéo, il aura fluctué parce qu'il fluctue beaucoup. Exactement. Donc c'était le premier point, avec les ETF qui ont été lancés aux États-Unis. Donc ça, on a aussi une continuité sur l'augmentation du prix et l'adoption du Bitcoin en tant qu'ETF par les institutionnels, on va dire. Deuxième sujet, effectivement, les monnaies numériques de banque centrale, donc euro numérique, conséquences plutôt, avantages, inconvénients, si vous en voyez, et annulation de la dette. Très bien. C'est un sujet que vous traitez. Oui. Donc, c'est trois sujets que vous traitez a priori dans le livre ? Oui, tout à fait. Alors, sur l'annulation de la dette, donc la proposition avait été notamment formulée dans le dernier livre, Monnaie écologique, donc c'était en 2020, on était même juste avant la pandémie. Et donc, ensuite, on avait fait des tribunes avec d'autres économistes, notamment Egel Giraud, qui avait lancé un débat européen, même mondial, sur cette question. On avait fait notamment paraître une tribune simultanément dans 13 pays différents qui rassemblaient plus de 250 économistes de différentes nationalités. Et dans ce débat qui a suivi,
On nous a opposé beaucoup d'arguments, ça va faire de l'inflation, c'est illégal, ça ne changerait rien, ou au contraire ça changerait tout. Enfin bon, on a entendu tout et son contraire. Et donc j'ai pris les 17 principaux arguments un par un qu'on nous a opposés pour montrer pourquoi ils n'étaient pas valides, à mon sens, et notamment sur les questions de fonds propres négatifs de la Banque centrale, etc., etc. Bref, je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, c'est un chapitre très détaillé du livre qui visait à répondre à tous ces contre-arguments qu'on nous a opposés. Ok, bon, ça a l'air super intéressant. Moi, ça, c'est sûr et certain, je vais le lire. J'ai pas eu le temps de le lire, donc je reconnais que j'ai pas eu le temps de le lire. Mais maintenant, je l'ai, donc je vais pouvoir le dévorer. Et puis peut-être on refera une vidéo du coup, ça sera l'occasion à mon tour de contre-argumenter peut-être, mais on va quand même en discuter. Premier point du coup, vous êtes devenu pro-Bitcoin ? Écoutez, toujours pas, contre vents et marées, puisqu'il semble que la planète finance, et notamment aux États-Unis, se soit alignée avec, avec cette idée que finalement le Bitcoin devait rentrer dans la sphère des produits financiers avec les fameux fonds indiciels, les ETF qui ont été lancés sur le Bitcoin et qui, je pense, participent assez largement à cette montée du prix du Bitcoin, à cette flambée du prix qu'on a vu actuellement. Je note tout de même qu'il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis, puisqu'au niveau européen, la Banque centrale et les autorités de régulation continuent à cette idée continue de s'opposer à cette idée de permettre d'autoriser des fonds indiciels. Bon, comme on sait, l'Europe finit généralement par s'aligner sur les États-Unis. Je ne devrais pas le dire, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. En tout cas, pour ma part, dans le rapport qu'on avait rendu avec l'Institut Rousseau au Parlement européen, on avait alerté justement sur ce risque en montrant ce qui est pour nous un risque, en montrant que finalement, plus la sphère crypto est connectée à la sphère financière traditionnelle, plus les risques d'extension de crise financière qui partirait de la sphère crypto et qui pourrait se transmettre à la sphère financière traditionnelle sont importants. Alors voilà, pour nous, je dois l'avouer, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux continuer à avoir une sphère étanche, hein, si vous voulez, entre la sphère crypto et la sphère financière traditionnelle. Par ailleurs, je note quand même, mais ça, vous me direz ce que vous en pensez, que là où les cryptos ont voulu à un moment constituer une alternative au système financier et apparaître finalement comme quelque chose de nouveau, et bien finalement, on s'aperçoit que de plus en plus, ils s'intègrent dans ces logiques financières traditionnelles, gérées par des grands acteurs, par des grands fonds d'investissement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, des grands fonds d'investissement, des grandes banques se mettent à créer leurs produits crypto. Donc, moi, je pose un peu la question de manière un peu volontairement provocatrice, mais où est l'alternative là-dedans? Où est l'esprit du livre blanc de Nakamoto, finalement? J'ai l'impression qu'on perd un petit peu cet esprit au fur et à mesure. Voilà. Sur ça, moi j'aime bien le dire parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis maximaliste Bitcoin. Je le suis pas, j'essaie d'avoir une approche objective, on va dire. Je suis peut-être pas aussi opposé que vous, par exemple, au Bitcoin. Je le considère comme un actif qui peut être intéressant en tant qu'actif de diversification dans son patrimoine, tant que ça reste une petite partie de son portefeuille, parce que la majorité ne va pas évidemment dans les cryptos comme beaucoup de personnes font, et c'est malheureux. De la même manière qu'on n'investit pas tout son patrimoine dans des actions, dans l'or, dans des obligations, quelle que soit la classe d'actifs ou même dans l'immobilier. Maintenant, c'est vrai que ça, je reconnais que c'est paradoxal que un actif qui se veut a priori être une alternative à la finance traditionnelle, aux banques traditionnelles ou à la monnaie
traditionnel fiat, tout à fait. se retrouve propulsé. Alors en partie parce qu'on pourrait nous dire oui mais il y a le halving qui va arriver en avril, il y a tout un tas de raisons qui peuvent l'expliquer, une adoption peut-être plus massive, mais c'est vrai que paradoxalement c'est des fonds massifs d'institutionnels, de finances traditionnelles qui font que le Bitcoin prend de la valeur, alors qu'a priori, en tout cas les prémices du Bitcoin en 2009, c'était une vocation, et d'ailleurs le premier bloc qui a été miné, à l'intérieur on avait un article qui avait été introduit, les banques font encore faillite, enfin je ne sais plus exactement. Tout à fait. Et là, c'est précisément, alors soit des banques, soit des institutionnels, puisque BlackRock, ce n'est pas une banque, mais c'est un fonds d'investissement qui fait qu'il y a des afflux massifs de capitaux qui vont venir se loger et faire monter effectivement le prix. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, et du coup, c'est un argument, à mon sens, qui n'a pas été contrecarré par des personnes pro-Bitcoin. Moi, je veux bien l'entendre, l'argument, et voir un petit peu, parce que le débat, c'est toujours Bien sûr. le maître mot, on va dire. Mais c'est vrai que, du coup, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment finalement une alternative? En tant qu'actif de diversification, oui. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a vocation à s'opposer vraiment purement et simplement à la finance traditionnelle? Ben, finalement, peut-être pas sûr, puisque encore une fois, un ETF, bon, ben, on a des fonds d'investissement, on a des acteurs de la finance traditionnelle, des émetteurs, etc. etc. Et la plupart du temps, c'est des banques ou des institutionnels de manière générale. Donc sur ça, je vous rejoins totalement. Euh, Après, bon, peut-être que je ne suis pas aussi radicalement opposé au Bitcoin. Si vous me permettez, même sur la question de l'alternative monétaire, finalement, on a quand même maintenant suffisamment de recul sur l'expérience au Salvador pour voir que finalement, ça ne marche pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les institutions du Salvador, notamment il y a un rapport intéressant de la Chambre de commerce et d'industrie qui montre que les entreprises l'utilisent très peu, que même les expatriés qui veulent transférer de la monnaie dans leur pays d'origine, finalement utilisent très peu le Bitcoin, que c'est moins de 2% des envois d'argent, et que quand ça passe par le Bitcoin, c'est aussitôt reconverti en dollars après. Donc finalement, bon... voilà, là, on a l'exemple d'un régime qui est totalement pro-Bitcoin, d'un régime politique totalement pro-Bitcoin. On attend toujours d'ailleurs la fameuse Bitcoin City qui devait voir le jour et qui n'a toujours pas vu le jour. On s'aperçoit là quand même, avec une expérience un peu grandeur nature, on a eu la République centrafricaine également, on voit que finalement ça ne prend pas du tout. Donc voilà, moi ce que je dis depuis longtemps, c'est que ce n'est pas une alternative monétaire. Et je pense que maintenant, les expériences ont montré, même le nouveau président argentin, la communauté s'était réjouie que... alors bien sûr, il va faire des réformes favorables à l'utilisation du Bitcoin, mais enfin, on voit bien que ça ne prend pas dans la population, ça ne prend pas dans les entreprises. Donc, ce n'est pas une alternative monétaire. Mais après, dans une stratégie patrimoniale, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je comprends bien qu'évidemment, un nouvel actif spéculatif, c'est toujours intéressant pour c'est toujours intéressant pour les marchés financiers, mais ça n'est qu'un actif spéculatif. Comme tous les actifs, finalement, la spéculation, on spécule sur le futur et sa Oui, revalorisation. alors vous savez, oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose, alors justement dans le livre que j'appelle les trous noirs monétaires. Il y en a deux principalement, les marchés financiers et l'immobilier. Et quelque chose, moi, que je trouve absolument frappant, c'est que les bourses, vous savez, la première bourse notamment a été créée en France, à Toulouse, au XIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, il faut vérifier. Au début, c'était mettre en relation des entreprises qui ont un besoin de financement avec des financeurs. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la bourse? Les opérations de financement d'actions nouvelles, ça représente 2% des opérations en bourse. Ce qui veut dire que 98% des opérations en bourse sont de la spéculation sur des actifs qui existent déjà.
ça ne vient pas financer, rajouter du nouvel argent Bien sûr, non, mais pour des entreprises. Voilà, donc on a la bourse qui, au lieu d'être vraiment un marché du financement des entreprises, est devenue un espèce de gigantesque marché du secondaire, de l'occasion des titres. Donc ça aussi, ça pose des questions quand on a des stratégies d'endettement qui visent à et bien finalement à uniquement jouer sur la valeur du prix des actifs. C'est un peu la même chose pour les cryptos d'ailleurs, hein, parce que vous en connaissez, j'en connais aussi, des gens qui se sont endettés pour acheter des cryptos et donc qui participent finalement à ce cycle de spéculation en essayant d'en retirer une valeur. Beaucoup se sont fait rincer, si vous me passez l'expression, au cours des dernières années. Alors, il y avait eu ce rapport de la BRI, je sais, qui est très de la Banque des règlements internationaux, pour ceux qui nous écoutent, qui est très contesté, mais qui montrait sur la base d'échantillons que à peu près 81% des investisseurs auraient perdu de l'argent. Bon, je ne vais pas rentrer dans une bataille de statistiques. En tout cas, on sait, vous et moi, on en connaît tous autour de nous, des gens qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. et puis il y a eu les dans ces margin logiques-là. call parce qu'il y avait de l'endettement, de l'effet de levier, etc. Bien etc. sûr, bien sûr. Par rapport à la bourse, à mon sens, la vocation de la bourse a toujours été de mettre en relation des investisseurs, des financeurs et des personnes qui ont besoin de l'argent. Donc là, les entreprises qui vont lever des capitaux et par la suite de faire j'ai acheté une voiture, je veux la revendre, forcément je vais plus financer le concessionnaire ou le Oui, il y a une vendeur de question voiture. liquidité, Voilà. bien sûr. Et après, forcément, si les actions prennent de la valeur et que je veux émettre de nouveaux titres, je vais pouvoir en émettre à un cours plus élevé, donc lever plus de fonds. Mais effectivement, ça, par contre, sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la bourse, c'est pour financer les entreprises, non, c'est la bourse, c'est pour pouvoir échanger des titres dans le marché de l'occasion, mais évidemment pas pour, en tout cas partiellement, financer des Tout à fait. entreprises. C'est pour ça qu'on distingue bien le marché primaire et secondaire. Mm. OK pour ça. Deuxième sujet que je voulais voir avec vous, c'est par rapport, du coup, on peut commencer avec l'euro numérique. Ça donnera aussi l'occasion après de parler de l'annulation des dettes. Euro numérique, alors, il n'y a pas eu, à mon sens, peut-être que ma mémoire n'est pas bonne, mais de ce que je me souviens, il n'y a pas eu de grandes annonces depuis peut-être quelques mois. Oui. La dernière, si je dis pas de bêtises, c'était la volonté de limiter à 3 000 € je crois, les comptes. Oui. Donc, si vous voulez nous en dire un petit peu plus, puisque vous Oui, l'évoquez dans le livre. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu en effet cette proposition. Alors, il y a aussi une enquête publique qui est en cours, qui est en train d'être traitée par la BCE. Chacun est amené à donner son avis. Bon, les grands enjeux de cette question-là, la structure du système monétaire telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je prends souvent cette analogie. C'est un peu comme l'Olympe. Vous avez Zeus, c'est-à-dire la BCE, qui est tout en haut. Mhm. Vous avez ensuite sur le mont Olympe les dieux, c'est-à-dire les banques commerciales, qui vous accordent des crédits et qui créent la monnaie. Qui crée majoritairement la monnaie, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent. Bien sûr, la création monétaire se fait essentiellement au niveau des banques commerciales. Et puis en dessous, vous avez les simples mortels, vous et moi, les entreprises, voilà. Et aujourd'hui, dans le système actuel, les relations entre Zeus et les simples mortels, c'est-à-dire entre la BCE et nous tous, communauté des citoyens, sont interdites et sont impossibles. Mhm. Seuls ont des comptes à la Banque centrale, les banques commerciales privées. Mhm. Et les trésors publics, tout en sachant que les traités européens, comme tout le monde le sait, l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit aux États, aux trésors aux trésors nationaux, d'avoir des découverts auprès de leur banque centrale et donc auprès du système européen de banque centrale, le SEBC, qui est chapeauté par la BCE. Donc l'euro numérique arrive là-dedans en disant... tiens, finalement, cette monnaie centrale qui aujourd'hui n'est accessible qu'aux banques pourrait devenir accessible aux citoyens et aux entreprises. Alors ça mérite vraiment qu'on s'y arrête 2 secondes, parce que conceptuellement, sur la structuration de notre système monétaire, c'est potentiellement quelque chose de révolutionnaire. Parce que, prenons une position complètement maximaliste pour le coup, où finalement, la BCE
accepte d'ouvrir elle-même des comptes aux particuliers, aux citoyens, aux entreprises, et que ces comptes ne soient pas limités, justement, Mmh. qu'il n'y ait pas cette limite de 3 000 euros. Eh bien, ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation où tout un chacun est en mesure d'aller placer son argent sur des comptes détenus par la Banque centrale. Alors évidemment, ces comptes détenus par la Banque centrale, puisque c'est de la monnaie centrale, sont protégés de toute faillite bancaire. Parce Mmh. qu'évidemment, le système bancaire privé dans son entier pourrait faire faillite, que ça ne toucherait pas les comptes à la Banque centrale. Donc ça, c'est déjà, alors c'est quelque chose d'assez fou à imaginer, parce que potentiellement, on peut se dire que dans une telle situation, à quoi servent encore les banques privées, fondamentalement? Mmh. Et donc, les banques privées ont parfaitement vu le problème, si vous voulez, depuis longtemps d'ailleurs, hein, et les banques centrales aussi. Quand on a commencé à réfléchir théoriquement à ces monnaies numériques de banque centrale, je me souviens de Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait dit, mais attention, il y a un risque énorme pour la stabilité financière et bancaire. Imaginons que demain, les gens retirent leur argent des banques commerciales et viennent les placer sur des comptes sûrs à la BCE, bon, ça va être un bank run, Mmh. finalement. Et donc, dans le projet d'euro numérique, évidemment, la Banque centrale s'attache à rassurer les banques, à dire non mais vous inquiétez pas, ce sera très limité en montant, et puis même c'est vous qui continuerez d'héberger ces comptes. C'est pas nous, Banque Mmh. centrale, on n'est pas équipé pour ça, on peut pas le faire, donc c'est vous qui continuerez d'héberger ces comptes. Alors bon, pourquoi pas? Ça peut quand même permettre d'avoir des avantages, même si c'est un compte en monnaie de banque centrale hébergé par une banque commerciale. Ça peut permettre d'avoir des avantages, d'avoir votre carte, de ne pas avoir de frais de transaction bancaire quand vous allez acheter, faire des petits achats, etc. Ça peut en effet protéger cette partie de l'épargne que vous aurez sur votre compte en monnaie numérique de banque centrale, sera totalement préservé du risque de faillite bancaire. Voilà. Mais ça, c'est la version, j'ai envie de dire, light. Moi, dans le livre, j'explore la possibilité d'avoir une version beaucoup plus approfondie des monnaies numériques de banque centrale, où finalement, ces comptes en monnaie centrale qui pourraient être ouverts par la Banque centrale. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain. Évidemment, une banque centrale aujourd'hui n'est pas équipée pour gérer des comptes de particuliers. Elle le faisait quand même avant, hein. Par exemple, la Banque de France, jusqu'au début des années 2000, gérait par exemple les comptes de ses employés. Mmh. Donc, une banque centrale peut le faire. On a eu aussi toute une époque où on avait des succursales de la Banque de France partout sur le territoire qui étaient équipées pour héberger des comptes de différentes institutions. Voilà, donc c'est pas impossible et ça s'est déjà vu. Le faire à très grande échelle, ça supposerait évidemment des modifications, des ajustements de moyens. Alors ça pourrait éventuellement, là je fais un peu de la politique fiction, mais pourquoi pas, ça pourrait s'organiser autour d'un grand pôle public bancaire où il y aurait la banque centrale, la banque postale, la banque publique d'investissement, vous voyez, donc un ensemble d'acteurs publics financiers qui seraient capables de gérer tout cela. Et là, eh bien finalement, vous voyez, la révolution que voulaient mener les cryptos, j'allais dire les cryptos, les fondateurs, quoi, les premiers visionnaires qui voulaient avoir une espèce de court-circuitage du monde bancaire, et ben là, on l'aurait. On l'aurait. On retirerait aux banques. Imaginons que demain, ça soit ce pôle public bancaire qui, appuyé sur des monnaies numériques de banque centrale, soit équipé pour faire des crédits aux gens. On paierait moins d'intérêts parce que l'intérêt, vous savez, aujourd'hui, c'est déterminé par le taux de la banque centrale et par la marge que font les banques commerciales sur les prêts qu'elles accordent. Parce que c'est des investissements, enfin, c'est des activités lucratives. Et donc, on a confié ce bien commun qu'est la monnaie à des institutions qui en font un commerce, quelque part. Et Mmh. l'intérêt, et voilà. Et donc là, vous pourriez avoir un taux d'intérêt guidé non plus par des considérations lucratives, mais uniquement par des considérations de politique monétaire. Vous pourriez
avoir un système monétaire préservé du risque de faillite bancaire, c'est-à-dire préservé du risque de crise de liquidité comme on a connu en 2008 et où on a craint à un moment que le système entier s'effondre par contagion de banque en banque, voilà, parce que ce que Frédéric Lordon appelle une prise d'otage cosmique, c'est-à-dire cette prise d'otage des banques sur la monnaie qui fait que dans tous les cas on est obligé de les sauver. Parce que si on ne les sauve pas, les moyens de paiement disparaissent et là, on retourne tous au Moyen-Âge, quoi. Bon, voilà. Donc on aurait cet avantage sur les taux d'intérêt, cet avantage sur la préservation du système monétaire. On peut aussi imaginer que ça permette à la Banque centrale de mener des opérations directes de politique monétaire, le fameux hélicoptère monnaie, mais on pourrait le faire de manière ciblée, etc. On pourrait aussi annuler plus facilement des dettes on va y venir après, de particuliers ou d'entreprises, etc. Bref, voilà, dans le livre, j'explore vraiment ce que pourrait être la révolution monétaire constituée par les monnaies numériques de banque centrale, si on pousse la logique jusqu'au bout. Et alors, je vous rassure, aujourd'hui, c'est pas du tout dans les plans de la BCE. Voilà, qui, comme je l'ai dit, reste sur une version abattardie, finalement, des monnaies numériques de banque centrale pour ne surtout pas embêter les banques privées et les acteurs qui dépendent de ce commerce de l'argent. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je vais essayer de le faire point par point. Si ma mémoire est bonne, j'aurais dû prendre un papier pour tout noter parce qu'il y a vraiment plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, par rapport à l'euro numérique, donc. Vous disiez que, à la base, les fondateurs des crypto-monnaies avaient volonté de sortir du système, de ce carcan, on va dire, des banques, pour avoir quelque chose d'indépendant, on va dire. Tout à fait. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, on va dire qu'on a deux systèmes. C'est un système où on sort des banques traditionnelles pour aller vers une hyper-centralisation. Donc, première alternative. Donc là, c'est plutôt celle que vous défendez. Alors, en plus, vous avez un avantage, vous avez des notes. Et ensuite, il y a un deuxième système qui, lui, irait vers une décentralisation. Ouais. À mon sens, les fondateurs des crypto-monnaies, alors peut-être pas tous, hein, on a peut-être des fondateurs de crypto qui avaient volonté de centraliser plutôt que de décentraliser. À mon sens, ils avaient plutôt volonté de décentraliser. Est-ce qu'ils ont réussi? Ça, c'est une autre question. Ça, on pourra y revenir. Je ne suis pas forcément sûr. Mais en tout cas, la volonté, c'était de se décentraliser. Premier point. Deuxième point, vous dites par rapport à cet aspect commercial qui effectivement est mis en avant par la banque qui a volonté de tirer un profit de la concession de crédit et qui effectivement joue sur la marge de je prête à un certain taux, mais je m'endette. Enfin, j'ai un financement à taux zéro, hein, puisque la source de financement, c'est mon passif. Et j'octroie des crédits qui apparaissent à l'actif à un certain taux. Et la différence, c'est la marge bancaire qui me permet de me rémunérer. Comme disait Adam Smith dans La richesse des nations, le boulanger ne fait pas du pain pour les beaux yeux du client. Il le fait pour son avantage personnel, parce qu'il va tirer profit de cette vente. Et en fait, indirectement, il va venir permettre à ce que la société ait à manger. D'ailleurs, on le voit, chaque fois qu'on a un contrôle de la nourriture et un contrôle des quantités, généralement, ça produit quoi? Ça produit de la rareté et pas assez à manger pour tout le monde. Et pareil, quand on a un contrôle des loyers, généralement, on n'a plus rien pour se loger, quoi. On a eu l'expérience à New York, mais on pourra en rediscuter aussi. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un contrôle, finalement, on se retrouve à... Comme je ne peux pas, moi, m'en bénéficier, j'ai aucun intérêt à prendre partie à cette activité, et ce qui va générer de la rareté. Mais on peut être d'accord ou pas, on pourra en rediscuter. Et d'ailleurs, on avait aussi, je crois que c'était le responsable en Allemagne de l'Est qui demandait à Margaret Thatcher peut-être, ou le responsable au Royaume-Uni, mais comment ça se fait que les personnes aient autant à manger, etc. Et en Allemagne de l'Est, j'ai plus la référence. Ça m'embête. Enfin bref, il faudra que je recherche la référence.
Ce que je veux dire, c'est que c'est précisément parce que la banque a volonté de tirer profit de cette activité qu'elle est présente et qu'elle joue son activité. Et à mon sens, toute entreprise, l'activité d'une banque, c'est quoi? C'est de mettre en relation des financeurs et des épargnants, parce que, qu'on le veuille ou non, une banque, même si quand elle concède des crédits, elle crée de l'argent, elle a un actif, elle a un passif, et son passif, ça reste les dépôts. Si les personnes retirent l'argent, elle n'a plus la capacité d'octroyer des crédits, puisqu'elle se retrouve en situation d'illiquidité ou d'insolvabilité. Tout à fait. Donc ça reste quand même un intermédiaire de concession de crédit et de financement, et elle le fait sur la base d'appréciations non pas subjectives. Alors après, on peut toujours avoir des relations de conflit d'intérêts, parce que c'est l'ami, je vais le financer, etc. Mais a priori, c'est sur la base d'analyse objective et financière, à la différence de si on avait une centralisation. Qui octroie les crédits? Pour quelles raisons? Est-ce qu'on est sûr que la personne va pouvoir les rembourser? Et finalement, la panacée, c'est peut-être d'annuler la dette. Donc, il n'y a pas besoin de concéder des crédits puisqu'on va les annuler par la suite. Et ensuite, autre point, quel avantage d'avoir un euro numérique si la monnaie est déjà à 90% numérisée finalement? On est d'accord que les billets de banque aujourd'hui, c'est peut-être 10% de la masse monétaire. Ouais. Et la plus grande partie, ça reste mais bien de la sûr, monnaie numérique. En fait, quand on parle d'euros numériques, finalement, j'ai envie de dire, le numérique compte assez peu, en fait, là-dedans. Ce qui compte, c'est vraiment l'organisation qui émet, qui fait quoi, qui reçoit cet euro, en fait. C'est ça qui... Et quel risque qui aussi compte. sur tout ce qui va être propriété privée, respect de l'anonymat aussi, puisqu'on avait Christine Lagarde qui était intervenue pour dire que l'anonymat ne serait pas total. Je pense que sur cette question de l'anonymat, un euro numérique pourrait permettre, sous contrôle bien évidemment étroit, à des juges ou à des services d'enquête de remonter un système de transaction. Et ça, moi, j'estime que c'est nécessaire parce que, vous voyez, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais dans le système crypto où on a des trucs comme Monero, Zcash qui garantissent un espèce d'anonymat complet, voilà. Et puis même avec le Bitcoin, quoi qu'on en dise, même si on peut retracer, c'est vrai, les transactions, faire lever l'anonymat, réussir à rétablir l'identité par rapport au numéro, c'est très très compliqué, hein. Il y a des enquêteurs qui ont réussi à le faire. Il y avait un célèbre couple aux États-Unis qui était tombé comme ça. Mais même ça... le site Silk Road qui était mais tombé. oui, bien sûr, mais bon, ça reste quand même très compliqué, hein, et c'est quand même pas pour rien qu'on utilise beaucoup le Bitcoin dans les paradoxalement, dans les ransomware. Oui, alors effectivement, paradoxalement, il y a eu la BCE qui a publié un rapport dernièrement là, sur l'adoption du Bitcoin sur l'ETF aux États-Unis. Le financement du diable, enfin c'était en anglais, j'ai plus les termes exacts. Financement la monnaie du crime, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, juste dessous, on voit, vous savez que c'est comme des personnes qui donnent un argument, et puis dessous directement, il y a une correction, une nuance de ce qui est dit. Et dessous, on avait une nuance c'était sur Twitter, alors on pourrait dire oui, mais c'est Elon Musk parce qu'il est pro-Bitcoin, pourquoi pas. Et il y avait une nuance qui disait oui, mais il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies sont impliquées dans 0,34% des transactions criminelles, et l'euro, 1%. Et Bitcoin participe à hauteur de 25% de ces 0,34%. Donc ça reste quand même... Je nie pas le fait qu'il y ait potentiellement et très probablement des transactions illégales et illicites avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de réaliser des transactions illégales avec de la monnaie fiat, en tout cas papier, oui, évidemment, que du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Les valises de billets n'ont pas disparu. On avait d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, au Parlement européen, la grecque, qui était corrompue avec les Qataris. Avec les Qataris, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais je veux pas... Il y a évidemment des problèmes avec l'utilisation du cash, que d'ailleurs un euro numérique pourrait venir compenser en partie, hein. Moi, je ne suis pas attaché totalement à la liberté de planquer ses billets sous son matelas et sous son oreiller. Voilà, Pourquoi? Écoutez, parce qu'il y a...
Il y a trop d'évasion fiscale, il y a Mmh. trop, en effet, d'opérations illicites et tout ça. Et on ne peut pas d'un côté le déplorer et de l'autre côté ne pas se donner les moyens de contrôler ça. Dire qu'on dit l'euro numérique, ce serait un problème pour la confidentialité au niveau des acteurs. Bon, aujourd'hui, toutes nos données bancaires sont accessibles à des banques privées. Enfin, moi, j'ai un peu plus confiance dans une autorité publique qui serait contrôlée par les États. Alors, on pourra revenir sur la question de l'indépendance, hein. Moi, je suis pas favorable à. Je pense que l'indépendance des banques centrales les conduit à l'impuissance et je trouve que c'est pas une bonne chose. Mais et que ça les coupe du politique et que notamment pour le financement de la transition écologique, c'est Mmh. une grave erreur parce que ça les rend impuissantes à agir dans ce domaine. Mais en tout cas, j'ai pas plus peur que la BCE ait accès à mes données plutôt que ça soit la Société Générale, le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne. Fondamentalement, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas et on n'est pas dans une dictature pour autant. Voilà, donc le cash, cette espèce d'illusion à penser que le cash serait un synonyme absolu de la liberté. Bah, Moi, j'y crois pas vraiment. Mais la bon, problématique, c'est que, à mon sens, hein, on a des exemples déjà de ce que pourrait produire, en tout cas, les dérives vers lesquelles pourrait mener. Je dis pas que ça va ouais. arriver, je dis que ça pourrait être des dérives vers lesquelles on pourrait Alors, vous déboucher. allez me parler du crédit social en Chine, par Non, exemple. non, Non, même pas, même pas. même pas. J'arriverai même pas à ce point-là parce que c'est déjà, effectivement, on arrive à son Voilà. paroxysme. Je vous parlerai du test qui a été établi avec les allocations chômage en Australie. Je ne sais pas si vous Non, avez alors suivi. là, Alors, ça a été mis en place en 2016, mais ils l'ont coupé en 2021 ou 2022. Mais en tout cas, c'était un test et ils octroyaient donc des allocations chômage donc à des personnes qui étaient sans emploi mhm, sous la forme d'une monnaie spécifique. Donc c'était quoi concrètement? Ils avaient comme une carte bancaire spécifique avec du dollar australien spécifique, du coup une sorte de dollar australien numérique, on va dire. ouais. Et les personnes qui étaient bénéficiaires de ces allocations chômage ne pouvaient pas retirer de l'argent aux distributeurs de billets parce que sinon on perdait la trace et on ne savait pas ce qu'elles allaient faire avec cet argent. Mm. Et elles pouvaient dépenser l'argent contenu dans cette carte Mm. que chez des commerçants spécifiques. Elle ne pouvait pas acheter de Oui. tabac, d'alcool, etc. Alors on pourrait se dire, et Ouais. j'entends le raisonnement, oui, mais comme c'est l'argent du contribuable, on ne peut pas dépenser comme on veut, où on veut. À noter que c'est ce qu'on fait avec les monnaies locales, hein, déjà en Bien partie. sûr, c'est pour ça que les monnaies locales, on les utilise, c'est minoritaire. Ça se développe. Ça se développe, Et mais pourquoi c'est pas? minoritaire. Ça permet de cibler la création Bien monétaire sûr, sur un mais ça reste quand même territoire. quelque chose de très Pas minoritaire. la création, la Et circulation monétaire sur un ça territoire. reste minoritaire et on le sait, Oui, oui, bien l'euro sûr. en France, la monnaie en France, c'est l'euro. Oui, oui. Et puis il y a une règle de interdiction, conversion de 1 voilà. pour 1 entre les monnaies Exactement. locales et l'euro, absolument. Et du coup, on pourrait se dire, oui, mais c'est normal, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'argent du contribuable. J'entends. Ouais. Mais c'est le raisonnement, et si on le pousse et Ouais. qu'on essaye d'aller jusqu'au bout des conséquences, Ouais. vers où ça pourrait déboucher de Oui. tu ne peux consommer que chez mon ami, que chez telle personne, que si ça Oui. m'arrange, tu ne peux pas faire Mais ça. alors ça. là, je suis totalement d'accord avec vous, hein. Attention, si c'est pour arriver à un système de flicage, mais pour ça, il faut une décision politique. En fait, le problème, c'est la décision politique. Et là, le problème, c'est que ça va dépendre de mais la prochaine personne élue. Oui, mais vous voyez qu'en fait, l'exemple que vous donnez, ça a été rendu possible alors même qu'il n'y avait pas de monnaie numérique de banque centrale Bien sûr. en Australie. Donc du coup, en fait, on pourrait le faire aussi chez nous s'il y avait un politique mal avisé qui décidait de faire ça demain. Voilà. Disons que l'euro numérique faciliterait en tout cas la possibilité de le mettre en place parce qu'on serait directement sur quelque chose de centralisé qui dépendrait du politique du prochain tour. Alors, mais du coup, ça renvoie à la question que vous posiez qui est très intéressante et je vais rebondir dessus sur la centralisation et la décentralisation. Alors ça, pour ceux qui connaissent les travaux de Michel Aglietta et d'André Orléans, notamment dans un livre qui s'appelle La violence de la monnaie, qui est vraiment fondateur sur ces réflexions, disent en effet que tout système monétaire est tiraillé entre
la décentralisation, le fractionnement, ce qu'ils appellent le fractionnement, et la centralisation, ce qu'ils appellent l'unité, l'unification. Et alors, nous, notre système monétaire actuel, un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a un fractionnement entre les banques privées, mais sous le chapeau d'une banque centrale. Donc, c'est une sorte d'hybride entre les deux systèmes. Moi, pour résoudre ce problème, ce que je recommande dans mes travaux, c'est de partir de ce principe fondamental que la monnaie est un bien commun et qu'un bien commun ne peut pas être ni totalement privé, ni totalement public. Et donc, il faut un mode de gestion comme un bien commun. C'est-à-dire qu'il faut un mode de gestion qui associe l'État, bien sûr, les collectivités locales, les citoyens, les entreprises, les banques privées. Et je rappelle dans mon livre que le Conseil national de la résistance, dans son programme, en 1944, avait émis cette idée de faire un parlement du crédit et de la monnaie. Alors moi, je trouve que c'est une idée formidable et que parfois, il faut savoir regarder dans le rétroviseur pour voir les bonnes idées pour l'avenir. Et là, c'est le cas. La monnaie est un bien commun et quelque chose de trop sérieux pour être laissé d'une part dans les mains de banquiers centraux indépendants ou de banquiers privés lucratifs ou totalement dans les mains d'un État qui gérerait ça seul dans son coin. Et on a vu ce qui s'est passé en URSS avec la Gosbank, qui était directement aux mains de l'État. Voilà. Donc il faut trouver quelque chose entre les deux, une gestion de la monnaie comme un bien commun. Et ça, véritablement, je parlais tout à l'heure de ce pôle public bancaire qu'on pourrait imaginer autour des monnaies numériques de banque centrale. Eh bien, pourquoi pas avoir un conseil d'administration de ce pôle public bancaire qui rassemble des représentants de l'État, des collectivités, des banques privées, des entreprises, des citoyens, pour que chacun s'assure des grandes dispositions à mettre en place en matière monétaire. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on résout le problème entre fractionnement et unification du système monétaire. Est-ce que l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et la nourriture qu'on mange et les maisons dans lesquelles on se loge sont des biens communs? Alors, l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit, oui. Les maisons, non. Et, pardon, vous La m'avez nourriture dit, qu'on mange. et la nourriture non plus. Ok. Du coup, est-ce qu'il faudrait contrôler à minima bon, alors l'air, ça va être compliqué, bon, hormis Ouais. de prendre des mesures pour L'air est un bien dépolluer, commun par par exemple. nature. Mais est-ce qu'il Ouais. faudrait que ce soit forcément... On doit nationaliser toutes les entreprises qui gèrent Non, l'eau? non, 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 justement pas. Alors là, ça tombe bien. Dans mon travail de haut fonctionnaire à l'Assemblée, je viens de travailler sur la question de l'eau. Et donc l'eau, en fait, est un bien commun de la nation. C'est déjà dans la loi, hein. L'eau est un bien commun de la nation. Ce qui veut dire qu'il y a des règles spécifiques de protection, mais ça n'empêche pas des acteurs privés. Sinon, on n'aurait pas Evian, Vitel, Badois et je ne sais quoi, ça n'empêche pas des acteurs privés de pouvoir en faire le commerce. Et d'en faire profit aussi. Et d'en faire du profit dans la mesure où ils respectent des équilibres naturels, où ils ne prélèvent pas trop dans les nappes phréatiques, où tout ça est soumis à des contrôles. Voilà, donc on a plusieurs façons d'organiser les biens communs. Est-ce que pour la monnaie, du coup, à partir du moment où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de surendettement, qu'on essaie de contrôler, qu'il n'y ait pas de taux usuraire, par exemple, ce qui est le cas avec le taux d'usure, etc., on ne peut pas du coup laisser à des entités privées la possibilité de gérer ce bien commun, mais comme l'eau? on peut. Alors, la vraie raison, c'est que pour l'instant, malgré tout, les entités privées, les banques privées réalisent du conseil. Quand vous empruntez, vous avez quand même un conseiller qui peut vous aider à gérer votre compte. A priori. A priori. Voilà, c'est pas toujours le cas. On est bien d'accord, mais a priori, c'est comme ça. Et donc, qu'elle puisse rémunérer ce service-là ne me choque pas. Par contre, vous savez que les activités bancaires sont parmi les plus lucratives. Elles ne font pas que rémunérer ce service-là. Elles en font davantage. Moi, si vous voulez, je pense que le service du crédit pourrait être aussi un service public. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Mais si on laisse le choix aux personnes de la même manière qu'il y a laissons-leur le choix. Créons
un service public du crédit autour de ce pôle public bancaire que je décris depuis tout à l'heure, qui soit efficace, bien doté pour fonctionner, et laissons à côté les banques privées. Et chacun Bien sûr. choisira. Ah ben là, je suis totalement d'accord. Moi, personnellement, si j'ai le choix entre un pôle public bancaire où je sais qu'il n'y a aucun risque de faillite et une banque privée où mes économies peuvent s'effondrer, mais ça veut dire que, alors juste si on fait ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de too big to fail. Ça veut Et dire là, je suis qu'une d'accord avec vous banque aussi. assume tous ses risques, Bien sûr, hein, totalement et qu'il n'y a d'accord. pas de sauvetage par l'État du système Exactement. bancaire. Donc voilà, mais bon, bah, moi, à partir de ce moment-là, je choisis plutôt le service public. Et moi, l'autre. Mais voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, je voulais rebondir par rapport à Too Big to Fail. Oui. Est-ce que c'est pas précisément parce qu'il y a cette entité derrière, donc notamment la Banque centrale, qui met en place ce risque moral, hein, ce qu'on appelle le risque moral, qui fait que les banques... L'aléa moral. L'aléa moral, pardon. Qui fait que les banques prennent plus de risques que s'il n'y avait pas cette entité. Parce que si je sais que quoi que je fasse, quoi que je dise, que je prête de l'argent, pas de l'argent, que ce soit risqué ou pas risqué, j'ai quelqu'un qui va me sauver derrière. Vous avez raison, mais... Est-ce que je vais pas prendre trop de risques, justement? Oui, vous avez raison, mais le problème, c'est que dans les deux cas, on est piégé. Parce que si on dit qu'on ne réagit pas en cas de faillite bancaire, démerdez-vous, on prend le risque de faire s'écrouler l'ensemble du système monétaire et financier, et personne ne peut se le permettre. Jamais un gouvernement ne laisserait faire, parce que ça veut dire que demain, vous pouvez plus retirer, vous pouvez plus payer vos courses, rien du tout. Enfin, c'est vraiment le retour au Moyen-Âge, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, qu'on le dise ou pas, de toute manière, on le fera. Et c'est pour ça que Lordon, j'aime bien cette expression, je ne partage pas toutes les idées de Frédéric Lordon, mais quand il dit que... on a créé une forme de prise d'otage cosmique sur le système monétaire, c'est le cas. C'est le cas parce qu'on a des acteurs privés qui ont pris une telle place. Mais il n'y a pas de complot, hein, ça s'est fait naturellement. Est-ce que ces acteurs privés, ils ne l'ont pas fait aussi, on va dire, de connivence avec ces acteurs publics, donc dans ce cas de figure, une entité centrale type Banque Centrale Européenne qui était là, elle est sauvée à tout bout de champ dès qu'elle prenait trop de risques. Et au final, on essaye de jeter la faute sur des entités privées alors qu'il y a quand même une part de responsabilité partagée quand même. Oui, mais alors, bon, là, vous posez la question qu'on appelle de la capture du régulateur, c'est-à-dire quel est le lien entre les banques centrales et les banques privées. Ce lien, comme vous le savez, est très, très étroit, beaucoup trop étroit. Et en effet, les banques centrales sont animées par des gens. Il suffit de regarder notre gouverneur en France de la Banque centrale, M. Villeroy de Galhau, qui a fait toute sa carrière dans des banques privées, avant de devenir gouverneur de la Banque centrale, et c'est le cas de la plupart des gouverneurs de banques centrales. Donc oui, c'est évidemment un écosystème, j'ai envie de dire, qui travaille ensemble et qui marche la main dans la main, mais qui a fait en sorte quand même que tout ce qui existait auparavant et qui constituait une alternative, le circuit du trésor, les grandes banques publiques et tout ça, soit démantelé au profit du secteur financier privé, c'est-à-dire et soit privatisé, parce qu'on avait eu des banques nationalisées aussi. Tout ça a été démantelé. Et même quand on voit aujourd'hui, vous voyez, l'exemple caricatural que je cite souvent, c'est la Banque publique d'investissement. Qu'est-ce que c'est en France, BPI France? Qu'est-ce que c'est qu'une banque publique d'investissement? C'est une institution qui est là pour compenser des failles de marché, c'est-à-dire pour aller là où le marché ne va pas. Qu'est-ce qu'on demande à cette banque publique d'investissement pour ne pas tomber sous le régime des aides d'État? C'est de faire tous ces prêts en cofinancement avec le secteur privé et tous ces investissements en cofinancement avec le secteur privé. Donc, et on a même poussé le délire, si vous me passez l'expression, à ce qu'il y ait au sein du conseil d'administration au capital de BPI France, 10% du capital qui appartient à des banques privées. Donc on demande à une banque publique qui est là pour compenser des failles de marché d'agir
obligatoirement avec le privé et de ne pas faire concurrence à des banques privées. Enfin bon, voilà, fermons la parenthèse, mais en tout cas, moi, je pense... Et juste sur la question, je voulais vraiment rebondir là-dessus, sur la question que vous avez évoquée du rationnement. Oui. En cas de contrôle des prix, de contrôle et tout ça. Alors, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a 4 millions de mal logés en France, 6 millions de personnes qui ne mangent pas vraiment à leur faim. Donc, le système de liberté des prix n'est vraiment pas une garantie que... Est-ce que vous considérez qu'on est sur un système de liberté des prix en France sur le logement ? Écoutez, oui, il n'y a qu'à voir la spéculation immobilière. On a des loyers qui sont encadrés dans certaines grandes villes, mais justement... Les zones tendues, etc. Oui, dans les zones tendues, mais parce que justement, on arrivait à une situation où ça devenait délirant, où les gens pouvaient plus se loger. Et justement, parce qu'on a, on a des villes où il y a des centaines de milliers de logements qui sont vides, qui sont gardés soit pour devenir des résidences secondaires ou tertiaires ou quaternaires. Les logements vacants, quand même, sur le parc, il y a à peu près 37 millions de logements en France. Ouais. Les logements vacants, c'est quand même une part minoritaire. Ouais, Donc, il y a beaucoup de demandes, effectivement, de logements, c'est vrai. Mais est-ce que l'offre, elle s'adapte ? Je veux dire, après, c'est un jeu de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, les permis de construire, comme on dit, maire bâtisseur, maire battu, on voit bien que, et d'ailleurs, on le voit dans les fluctuations d'octroi de permis et de mise en construction. Après, c'est un autre sujet, on pourrait en faire une vidéo d'ailleurs. Si les personnes sont intéressées, pourquoi pas, vous revenez, on prend un autre décor et on continue la conversation. Et on a de nouvelles exigences écologiques, notamment avec le zéro artificialisation net. Donc, ça fait que d'accord, l'offre s'adapte difficilement à la demande. En plus, il y a un éclatement des familles avec les divorces qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Parce qu'on nous dit, oui, la population en est de moins en moins. Oui, mais c'est les ménages qui comptent. Oui, non, mais tout ce que vous dites est vrai, mais néanmoins, on continue d'avoir quand même vraiment des dizaines de milliers de logements vacants, des surfaces, des immeubles de bureaux, et en plus l'immobilier de bureau est en train de s'effondrer en ce moment, vacants partout, et qu'on ne réhabilite pas, que la puissance publique ne préempte pas. Et ça, qu'on en fasse même des logements pour les particuliers. Moi, je suis d'accord. Mais pourquoi on l'interdit au niveau de la réglementation ? Parce que finalement, c'est une interdiction réglementaire ou un non-octroi de la possibilité de les transformer en logement. Et ça, finalement, ce n'est pas un problème de marché, c'est un problème que le politique a décidé de ne pas laisser la possibilité de le transformer en logement. Pourquoi vous dites ça, de ne pas laisser la possibilité ? Demain, si j'ai un logement professionnel que je veux le transformer... Oui. Je suis dans un immeuble comme la Tour Montparnasse. Changement d'affectation. Voilà. Changement d'affectation, je suis dans la Tour Montparnasse, je veux en faire un logement pour pouvoir loger les personnes. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Oui, ça peut se faire quand même, mais c'est plus compliqué. Il faut passer par des procédures de changement d'affectation, en effet. Et la plupart du temps, c'est refusé. Oui, je suis pas un spécialiste de cette question, alors mais je crois quand même qu'il y a des possibilités, et puis surtout que l'État comme les collectivités devraient user de leurs droits de préemption un peu plus régulièrement dans ce domaine. Je suis pas sûr, c'est justement laisser le privé pouvoir le faire à partir du moment où on respecte la réglementation. Mais ça peut être les deux, c'est pas forcément contradictoire. Je voulais revenir sur le sujet de vous acceptez de laisser la possibilité pour choisir la monnaie. Oui. Et là, franchement, j'avoue que je suis surpris. Et en tout cas, moi, j'adhère totalement avec cette idée, si vous me laissez la possibilité de choisir ma monnaie. Pourquoi ? Parce que de choisir le système de choisir centralisé votre ou banque. Décentralisé. Alors, voilà, justement, j'allais en venir. Aujourd'hui, je ne suis pas pour la pluralité monétaire. Voilà. Ça, non. Ok, donc là, ça permet de préciser du coup. Parce que aujourd'hui, que je le veuille ou non, indirectement ou directement, je suis lié au système bancaire. Pourquoi ? Soit j'ai mes comptes en banque, soit même si je retire mon argent et que j'ai du cash, je suis plus lié à la banque commerciale, mais je suis lié à la banque centrale, puisque le billet est un passif de la banque centrale. Donc, la banque centrale a une créance vis-à-vis de ma personne, et j'ai une créance vis-à-vis de la banque centrale, et la banque centrale a une dette vis-à-vis de ma personne. À aucun moment, j'ai la possibilité de réellement choisir à quelle entité je veux m'exposer ou ne pas m'exposer. Donc, indirectement, même si je choisis ma banque, je suis lié, que je le veuille ou non, par le système monétaire. Même si demain, il y a un euro numérique ou une monnaie écologique, par exemple, indirectement, j'y serai forcément lié. Donc, je n'ai pas vraiment le choix. J'ai une illusion de choix parce que j'ai choisi une entité, une banque privée peut-être, mais dont l'actif reste lié à la banque d'émission, qui serait du coup cette banque publique, à mon avis, que vous prenez.
Alors oui, mais moi, je pense qu'une monnaie est aussi la marque de l'unité d'une collectivité. Euh, Si demain, et d'ailleurs généralement les expériences de pluralité monétaire, vous savez, il y en a eu, hein, il suffit de regarder au 19e siècle le free banking aux États-Unis ou en Écosse ou dans d'autres pays, ça finit toujours par s'effondrer parce que il y a toujours une monnaie qui finit par prendre le dessus sur les autres. Et si vous voulez, la monnaie, c'est quelque chose dont l'utilité s'accroît au fur et à mesure qu'elle se diffuse. Mhm. Et donc, il y a forcément une monnaie qui, à un moment, va se diffuser plus que les autres, et donc les autres vont L'or, par exemple. presque naturellement disparaître. Mais alors, l'or, c'est différent, parce que l'or... l'or n'avait pas de valeur monétaire en soi, on lui en a donné une et puis on l'a suspendue. Et qui c'est qui lui a donné cette valeur monétaire alors? Est-ce que ça s'est pas fait justement par l'usage et le temps? Bien sûr, mais en fait... Et qui c'est qui l'a suspendu? Est-ce que c'est pas le politique? Ah bah si, c'est Nixon hein, qui a défilé en 71. Alors que pourtant les gens n'avaient pas forcément volonté d'y mettre fin. Bah si, Est-ce qu'on a consulté le peuple, par exemple, pour pouvoir... Non, mais on n'a pas consulté le peuple, mais les Américains voyaient leurs réserves d'or fondre parce qu'il y avait la demande de tous les autres pays de convertir les dollars qu'ils avaient. Avec Charles de Gaulle en 62, qui allait avec les bateaux. Et donc, du coup, pour conserver leur stock d'or immense à Fort Knox, qui par ailleurs ne servent strictement à rien, hein, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, les stocks d'or détenus par les banques centrales, il y en a pour des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. Si demain je suis ministre de l'économie, ce qui n'arrivera pas en ce moment. Il faudrait demander à Bruno Le Maire. Voilà, et bien je vends immédiatement ce stock d'or, cette relique barbare, comme disait Keynes, pour que ceux que ça amuse de posséder des bouts de métal jaune puissent faire joujou avec. Et j'utilise l'argent issu de tout ça pour l'investir dans la transition écologique. Donc je dis ça de manière un peu provocatrice, évidemment, mais l'or détenu par les banques centrales ne sert strictement à rien. Est-ce qu'il ne sert pas quand même, et d'ailleurs il y a le livre de Saifeddin Ammous sur le... il servirait en cas de crash massif. Est-ce qu'il ne sert pas quand même à racheter sa monnaie quand elle perd de la valeur sur les marchés? Et on le voit, les stocks fluctuent un petit peu aussi, la Chine notamment, hein, qui joue avec ça et le réserve de dollars. Et si vous videz les réserves du coup et que votre monnaie perd en valeur, par rapport, parce qu'une monnaie n'a de valeur, on compare une monnaie par rapport à la valeur d'une autre monnaie, c'est toujours une paire de monnaies. Si 7 euros... ça constitue une sorte de réserve, absolument. Voilà, mais du coup, s'il n'y a plus de réserve, on fait comment pour remonter la valeur en réalité, je vais vous dire... Contrôle des capitaux? Non, mais en réalité, ça aussi, ça doit passer par des accords politiques. En réalité, quand deux banques centrales se mettent d'accord sur sur une valeur cible à atteindre entre leurs deux monnaies, puisque leur pouvoir de création monétaire est illimité, personne, en théorie, ne peut lutter contre ça. Aucun marché ne peut lutter contre ça. Il y a des accords parfois on le fait, hein, il y a des accords de swap illimités qui permettent de fixer la valeur et personne ne peut aller contre. Il y avait les accords de Plaza en 85 avec le Japon et les États-Unis. Alors sauf que dans les ancrages monétaires, ça peut sauter quand il y en a un qui joue pas le jeu. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Exactement. Du coup, ça reste stable tant qu'on s'entend. Tant qu'on s'entend. Et qu'on est consentant. Voilà, mais le jour, vous savez, l'opération de George Soros pour déstabiliser la livre sterling. Avec le marque allemand. Les réserves d'or de la Banque d'Angleterre n'ont pas servi à contrebalancer l'opération. Ouais, alors là, c'était plus on attaquait avec le marque parce qu'on vidait les réserves de marque pour faire chuter la livre. Donc c'était quand même un petit peu différent. Oui, mais dans votre théorie, on aurait pu utiliser les réserves d'or pour contrebalancer les sauf faits. Que l'Angleterre n'avait plus beaucoup d'or puisqu'elle c'était aux États-Unis et il n'y avait plus beaucoup de quoi utiliser. Voilà, bon, en tout cas... Et donc c'est pour ça que j'en viens à cette idée, c'est que si on se retrouve dans la même situation, notamment dans un euro, où en France on vide l'or,
Là, effectivement, on se retrouve dans la situation similaire au Royaume-Uni. Il y a plus d'or pour pouvoir peut-être contrecarrer George Soros en 92. Moi, j'y crois pas beaucoup. Moi, je pense qu'une banque centrale a toujours les moyens de le faire. Et je pense que Est-ce que du coup, la Banque centrale argentine, puisque là on a Javier Milei qui a été élu en Argentine, du coup c'est un modèle de banque qui fonctionne bien et qui peut de manière illimitée venir notamment s'opposer au dollar? Non, mais parce que non, évidemment que non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui-même veut retourner vers la dollarisation finalement et non pas vers le Bitcoin, pardon. Ah, et je suis d'accord avec lui sur le dollar et pas Bitcoin. Hein. Voilà, mais non, mais parce que là, c'est plus un problème de banque centrale, là, c'est un problème de fondamentaux de l'économie. Okay. Quand vous avez, et d'ailleurs, les propositions monétaires que je défends dans le livre, on peut les mettre en place partout, mais j'insiste sur le caractère absolument ciblé des dépenses monétaires. Si vous avez de la création monétaire qui vient servir votre économie locale, c'est bien, parce que vous n'avez pas de fuite de capitaux. Si vous vous en servez pour importer tout ce que vous avez envie d'importer sans aucune considération pour votre balance des paiements et pour votre balance commerciale, évidemment, vous allez accroître vos difficultés. Et c'est pareil... dans un pays dont tous les fondamentaux en termes d'importation et de balance des paiements sont d'ores et déjà déséquilibrés, vous ne pouvez pas, par la politique monétaire seule, rétablir tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe donc, on cible les dépenses. Oui. Donc, admettons une entreprise qui a vocation à installer plus d'éoliennes, ou je ne sais pas concrètement, mais des projets écologiques. Cette entreprise, après, elle a des dépenses aussi. Elle va payer des salaires. Oui. Elle va payer des fournisseurs. Et vous posez la question de l'effet rebond. Comment on contrôle l'effet rebond? Exactement. Et du coup, ces personnes-là vont aussi dépenser. Est-ce qu'il faut contrôler dans quoi elles dépensent, elles aussi? Puisqu'elles vont peut-être importer. Et elles vont finalement, pas immédiatement, mais avec un effet de retard, avoir le même effet que celui qu'il y aurait eu sans qu'on cible finalement la dépense. Alors, la problématique est d'ailleurs exactement la même pour un plan de relance. Bien sûr. Parce que pour un plan de relance, on a la même chose, sauf que dans un cas, on n'a pas de dette en contrepartie, et dans l'autre, on a de la dette en contrepartie. C'est pour ça, bien évidemment, que les mesures monétaires ou budgétaires seules ne peuvent pas suffire. Il faut des réglementations à côté, et il faut, je prends un exemple un peu, alors qui est d'actualité, vu qu'on a eu une votation à Paris sur ce thème, sur les SUV. Eh bien, évidemment, si vous injectez de la monnaie et qu'ensuite tous ceux qui ont bénéficié de cette monnaie dans des entreprises écologiques et autres vont le dépenser en SUV, c'est un peu problématique. Bon, mais ça, c'est pas la question monétaire de régler ça. C'est à la question de la réglementation, de dire qu'on veut pas des voitures trop lourdes, qu'on veut pas des voitures trop polluantes, etc. Donc ça va ensemble. Ça va ensemble. La monnaie ne résout pas tout, bien sûr, mais elle permet de résoudre la question du manque de financement aujourd'hui dans tout un tas de domaines. Je cite un rapport de l'Institut Rousseau qu'on vient de rendre pour le Parlement européen qui s'appelle Road to Net Zero, et où on a fait le calcul de l'ensemble des investissements publics et privés nécessaires pour atteindre la neutralité carbone. Et on trouve qu'il faut à peu près 2,5% du PIB d'investissements supplémentaires qui n'existent pas aujourd'hui, parce qu'il y a tout ce qui existe aujourd'hui et qu'on va réorienter, c'est-à-dire ce qu'on dépense dans des voitures thermiques, par exemple, qui demain sera dépensé dans des voitures électriques, et il y a tout ce qu'on finance pas et qu'il faut financer, notamment les puits de carbone, la protection des zones humides, des forêts, mais aussi la rénovation énergétique des logements des ménages modestes, parce que seuls, ils ne le feront pas. Ils n'ont pas les moyens et tout ça. Et là, la création monétaire peut venir apporter des moyens pour mener ce type de politique, là où sinon... comme on le voit aujourd'hui, et vous l'avez vu avec le décret d'avance de Bruno Le Maire il y a quelques jours, qui a supprimé 10 milliards d'euros de dépenses publiques, quelles sont les premières victimes? La transition écologique, où 1 milliard d'euros a été supprimé sur MaPrimeRénov', qui permet la rénovation énergétique des logements, ou le fonds pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires, qu'on peut aussi, qui englobe le fonds friche, qui permet justement, je reviens sur notre logement, de rénover des friches industrielles ou commerciales pour permettre à des entreprises de s'implanter dessus, ou à des logements, etc. etc. Et bien ça, tout ça, c'est squeezé
dans le décret d'avance. Donc vous voyez que cette épée de Damoclès de la dette qui a toujours au-dessus de nous conduit à chaque fois à mener des politiques d'austérité. C'est ce que j'appelle la dette sacrificielle, hein, qui nous conduit à toujours faire des sacrifices. Et c'est toujours l'écologie, l'éducation, la santé qui sont les premières victimes de cela. Et bien, avoir une création monétaire libre de dette, ça permet justement de contrecarrer ça. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut à côté de la réglementation, et ça se décide démocratiquement sur quels usages on autorise ou pas dans la société. Voilà. Donc si je comprends bien, on a une création monétaire ciblée sur des projets a priori qui bénéficient à tous, donc Exactement. notamment des projets verts, on va dire. D'intérêt général, absolument. Ok. Et de l'autre côté, il faut pouvoir contrôler les dépenses qui sont effectuées, que derrière, on n'ait pas des dépenses effectuées dans des domaines qu'on ne veut pas financer, finalement. Oui, mais ça doit être un contrôle par la voie législative, par la voie aussi de l'incitation fiscale. Attention, moi, je ne suis pas pour des interdictions absolues, hein, ou alors seulement si elles sont décidées collectivement de manière démocratique. Le jour où on décide qu'une voiture qui pollue plus que tant de grammes doit être interdite parce que c'est vraiment une catastrophe écologique. Vous savez, je pense aux énormes meurs, là, je sais pas quoi, là, qui ne servent à rien et que certains achètent pour circuler en ville comme s'ils étaient dans les steppes du désert afghan ou irakien. Enfin bon, oui, ça, on peut décider au cas par cas d'interdiction. Mais sinon... moi, ma démarche est de dire qu'il faut accompagner financièrement les gens, les politiques publiques, mais c'est au service des gens au final. Quand on recommande à l'Institut Rousseau de prendre en charge 90% des coûts de rénovation, voire 100% des coûts de rénovation des passoires thermiques, des logements modestes, c'est bien pour que les gens qui sont dedans en profitent, parce que ça baisse leur facture de chauffage. En même temps, ça fait moins de gaz à effet de serre et en même temps, ça fait une demande adressée à des entreprises locales qui font de la rénovation énergétique. Donc, c'est ça, des cercles vertueux qu'on met en place pour aller vers la reconstruction écologique de nos sociétés. Et du coup, le risque, est-ce que c'est pas de retomber dans l'exemple que je donnais précédemment avec l'Australie, puisqu'effectivement, on va avoir des dépenses ciblées, mais des contrôles sur ce qu'on va effectuer avec ces dépenses par la suite, parce que sinon... l'effet qu'on voulait éviter, c'est-à-dire une fuite de capitaux ou simplement convertir en fait cette monnaie excédentaire dans des actifs alternatifs, qui fait que une monnaie se valorise par rapport au panier qu'on peut acheter de biens ou de marchandises. Si il y a une fuite vers ce panier de biens ou marchandises ou actifs, c'est la monnaie qui en pâtit. Qu'on le veuille ou non, c'est avec une balance commerciale déficitaire où on va aller, par exemple, préférer loger cet excédent de monnaie dans d'autres monnaies qui, elles, ne sont pas émises de manière excédentaire ou autre. Et donc, il va falloir les empêcher. Est-ce qu'on ne tombe pas dans ce risque de contrôle à l'australienne dont je citais précédemment ? Évidemment, quand vous financez une politique publique, il y a forcément du contrôle. Aujourd'hui, quand vous allouez par exemple de la prime à la conversion des véhicules, vous vérifiez que l'argent sert bien à la prime à la conversion des véhicules. Et d'ailleurs, c'est au moment de l'achat que ça se fait. Donc, c'est normal d'avoir un contrôle que, oui, vous ne donnez pas de l'argent pour convertir votre véhicule vers un véhicule plus écologique. Et vous ne donnez pas de l'argent comme ça pour aller en faire n'importe quoi. Maintenant, sur l'effet que vous posez en effet sur la balance des capitaux, d'où le caractère ciblé. Quels sont nos deux postes principaux aujourd'hui de déficit de la balance commerciale ? Les importations d'hydrocarbures et les importations de matières premières et notamment de certains produits, de matières premières, de certains produits manufacturés et de plus en plus de denrées agricoles également, avec l'augmentation du prix des denrées agricoles. Bon, si vous utilisez cette création monétaire ciblée pour électrifier les transports, pour développer le fret ferroviaire, pour réouvrir des gares, etc. Donc vous aurez moins besoin de camions, vous aurez
potentiellement moins d'usage de la voiture également, si vous avez des transports collectifs satisfaisants, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, particulièrement à Paris. On est bien d'accord là-dessus. Eh bien, si vous avez tout ça, vous limitez drastiquement vos importations de pétrole, et donc c'est favorable pour la balance commerciale. Pareil, aujourd'hui, la France est un grand pays agricole et on importe la moitié de nos fruits et légumes. C'est quand même délirant. Si vous recréez en France une agriculture diversifiée autour de circuits courts, autour d'agroécologie, de systèmes d'agroécologie, où vous faites en effet des aides pour les agriculteurs. On a vu la crise agricole. Bon, voilà. Vous faites des aides aussi pour convertir leurs tracteurs qui marchent au gazole vers des tracteurs électriques ou à l'hydrogène, comme il en existe. Voilà, mais on ne les aide pas pour changer de tracteur. Alors, c'est fantastique parce qu'on ne les aide pas pour changer de tracteur. Et ensuite, on fait une niche fiscale pour qu'ils bénéficient de réductions fiscales sur le prix du diesel. Enfin, bon, on marche sur la tête. On ferait mieux de leur financer directement des bétaillères et des tracteurs électriques. Comme ça, ils n'ont plus besoin de dépendre du pétrole. Bon, si vous faites tout ça, vous permettez de résoudre la question de la souveraineté énergétique, de la souveraineté alimentaire, et donc vous réduisez votre déficit sur votre déficit commercial, et donc vous garantissez finalement d'être beaucoup moins dépendant des importations et donc et notamment de la valeur des autres monnaies, puisqu'on sait que le commerce du pétrole se fait évidemment en dollars. Ça n'empêche pas que cet excédent de monnaie, je le répète, pourra être échangé et fuir, ou en tout cas être échangé contre des actifs alternatifs, des monnaies alternatives ou même des biens alternatifs qui pourront porter préjudice à la valeur de la monnaie en question, qui est mise en excédent. Oui, mais c'est le cas si vous avez de la croissance économique. La différence, c'est que la croissance économique, derrière, il y a quand même une augmentation de la production ou autre, qui vient contrebalancer... Mais c'est exactement le cas dans la création monétaire libre que je recommande, parce que, attention, quand je dis que c'est de la monnaie émise sans dette, c'est pas de la monnaie émise sans contrepartie. Dans l'histoire, au contraire, c'est pour libérer de la force de travail, c'est pour libérer des activités qui aujourd'hui ne sont pas financées et qui ne fonctionnent pas. C'est pas du tout pour donner de l'argent à tout le monde. Pourquoi elles ne sont pas financées, elles ne fonctionnent pas ? Je vous prends l'exemple des zones humides. Les zones humides, c'est 40% de la biodiversité en France et c'est des puits de carbone encore plus importants que les forêts. Qui a intérêt aujourd'hui à financer la protection d'une zone humide ? Tout le monde s'en fout, ça n'a aucune rentabilité. Ça n'a aucune rentabilité. Et même l'État s'en fout parce que lui-même étant endetté et lui-même se disant, à tort ou à raison, plutôt à tort dans mon interprétation, qu'il faut absolument se désendetter, que rien ne va, vous savez, il faut absolument réduire la dette. Il ne sait même plus pourquoi à la fin, mais il faut réduire la dette dans tous les cas. Bon, voilà. Alors qu'il y a des raisons de réduire la dette, hein, attention, il y a des raisons plutôt de se libérer de la dette, pour reprendre le titre de mon livre, en inventant justement de nouveaux modes de création monétaire. Mais en tout cas, l'État étant soumis lui-même à ces logiques austéritaires et de rentabilité de ses propres dépenses, va délaisser toute une série de dépenses qui sont pourtant essentielles et qui créeraient de l'activité, qui créeraient de l'emploi, qui créeraient de la production, et que le marché ne finance pas, parce que le marché n'y a aucun intérêt. Parce que, encore une fois, la création monétaire aujourd'hui par le secteur bancaire privé se fait sur deux fondements. Financer des investissements rentables ou financer des investissements ou de la consommation d'acteurs qui ont la capacité de rembourser. Donc, ces deux critères financiers. Mais après tout, pourquoi on n'en aurait pas d'autres ? Pourquoi on n'aurait pas un critère de création monétaire qui serait de dire financer des biens d'intérêt général ? Pourquoi pas ? Admettons, moi, demain, je veux faire je lance une activité, je me mets à écrire des poèmes, d'accord ? Mais il y a personne... Je vous le souhaite. Personne ne veut m'acheter mes poèmes. Oui. Est-ce que sous prétexte que personne ne veut m'acheter mes poèmes, mais que je fais quelque chose qui a de la valeur à mes yeux et qui pourrait permettre à certaines personnes qui ne me connaissent pas de profiter, on devrait pour autant me financer ? Vous individuellement, non. Mais si,
par une décision démocratique, dans ce fameux Parlement du crédit et de la monnaie que j'évoquais tout à l'heure, il y avait un accord pour dire aujourd'hui la poésie ou la littérature en France ne sont pas assez aidées, ne sont pas assez financées. Pourquoi ne créerions-nous pas un peu de monnaie pour aider ces activités-là, pour aider ceux qui veulent en vivre et ben pourquoi pas, après tout, pourquoi pas voilà, mais moi, si vous voulez, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà avec des formes de subventions à l'écriture, etc. Faut pas laisser penser que ça n'existerait pas et que ça serait une mise sous tutelle de l'État. C'est un revenu universel finalement. Mais bon, ça, on peut en discuter. Ça serait une longue malheureusement, discussion. Ouais, voilà. Et en plus, on a déjà dépassé le temps. J'aurais aimé aussi évoquer l'annulation des dettes. Oui. On n'a pas eu le temps. Après, on peut vite l'évoquer, mais et puis après, il faut que vous puissiez aussi. Oui, absolument. Alors, mais très, très rapidement, parce que ça, c'est un sujet essentiel. Alors, en effet, l'annulation. Aujourd'hui, la BCE possède dans ses livres 4 000 milliards d'euros de titres, 4 100 milliards d'euros, même pour être très précis, de titres de dette publique. C'est-à-dire qu'un tiers de la dette publique de la zone euro, des États de la zone euro, est détenu par la Banque centrale. Cette monnaie doit être remboursée par les États. Auparavant, quand les banques centrales faisaient des bénéfices, les États devaient rembourser le principal, mais ils récupéraient quand même une partie des intérêts. Pas la totalité, mais la majeure partie des intérêts. Parce que les États sont propriétaires d'une partie de la Banque centrale, quand on aurait le capital de la Banque centrale est détenu par les banques centrales nationales à hauteur oui, en fait, les États détiennent une partie du capital de leur banque centrale, exactement. Pas de la BCE. La BCE non, des banques centrales nationales, et les banques centrales nationales elles-mêmes sont actionnaires de la Banque centrale européenne. Exactement. Alors, donc c'était reversé sous forme de dividendes. Donc c'était reversé sous forme de dividendes. Sauf qu'aujourd'hui, les banques centrales ne font plus de profit et donc ne reversent plus de dividendes. Donc en fait, aujourd'hui, la dette publique détenue par les banques centrales, pour un État, c'est exactement la même chose que s'il payait une banque privée. Ils remboursent exactement la même chose. Les facilités de dépôt. Et oui, enfin, ils remboursent exactement la même chose, c'est-à-dire que il doit payer le principal, et il paye les intérêts, et il ne reçoit plus de dividendes. Donc pour les États, rembourser la Banque centrale, c'est exactement comme s'ils remboursaient une banque privée, je l'ai dit. Et c'est pour répondre à ceux qui disent « mais non, la dette est détenue par la Banque centrale et donc c'est comme si elle était neutralisée ». C'est pas du tout vrai. Et c'est une idée reçue à laquelle il faut tordre le cou. Je l'explique vraiment en détail dans le livre. Non, pas du tout. L'État doit rembourser cette dette, principale et intérêt. Et donc, que ça soit détenu par la Banque centrale ou pas, ça ne change rien. Sauf qu'il y a quelque chose quand même qui change. C'est que cette dette est détenue par la Banque centrale et que la Banque centrale, par nature, ayant un pouvoir de création monétaire illimité, vous m'accorderez qu'il est quand même un peu stupide de rembourser une banque centrale qui n'a pas besoin de faire de bénéfices, qui a un pouvoir de création monétaire illimité et donc qui se contrefiche qu'on la rembourse ou pas. Parce que finalement, qu'on la rembourse ou pas, elle crée la monnaie instantanément pour compenser ça. Elle a un pouvoir de création illimité tant qu'on demande sa monnaie et qu'il y a une stabilité de sa valeur dans le temps. Quand il n'y a plus de stabilité de valeur dans le temps et qu'il n'y a plus de demande, c'est le peso argentin et on voit comment il se casse la gueule. Oui, mais enfin, aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on en est quand même loin. On y est loin, tant qu'on ne tombe pas dans ces dérives. Alors, donc c'est ça. Donc il y a ceux qui disent qu'en effet, une telle opération, donc on annule, notre proposition, c'est d'annuler ces dettes et de dire que tout ça doit être converti en investissement écologique où on peut faire par exemple 50% des endettements et 50% réinvestissement en investissement écologique ou d'intérêt général. Ce qui permettrait de libérer par exemple un plan d'investissement. Si on faisait 50-50, on baisserait notre endettement public de 2 000 milliards d'euros et on aurait un plan d'investissement de 2 000 milliards d'euros. Quand même intéressant. À la fois pour ceux qui disent que la dette est trop lourde, parce que du coup la dette serait inférieure, et pour ceux qui disent qu'on n'investisse pas assez, parce qu'on aurait un plan d'investissement de 2 000 milliards d'euros qui n'alourdirait pas la dette. Et on peut le faire, c'est ça la magie de la monnaie, on peut le faire. Mais il y a ceux qui disent, et peut-être vous en faites partie, qui disent oui mais si on fait ça,
ça va poser un problème de crédibilité de la Banque centrale parce que du coup, on va dire qu'elle crée de la monnaie comme ça, voilà, donc ça peut affecter la valeur de la monnaie, etc. Moi, je ne crois pas du tout. De quoi dépend ultimement la valeur d'une monnaie ? De la bonne santé d'une économie. C'est pour ça que les États-Unis peuvent se permettre d'avoir une dette publique qui dépasse aujourd'hui 30 000 milliards de dollars, un déficit commercial énorme, qu'ils ont pu se permettre pendant la pandémie de rendre publique la création monétaire, parce que ce qui est fantastique, il s'est passé un truc fou aux États-Unis pendant la période de la pandémie, les dépôts bancaires ont augmenté plus vite que les crédits. Comment c'est possible ? Eh ben, c'est les subventions que l'État a données aux ménages et qui étaient financées derrière par la Banque centrale. Voilà, et donc on peut le faire. Et peu importe le moyen qu'on utilise, tant qu'une économie est florissante, qu'elle est prospère, la valeur de sa monnaie suit. Alors, 2 choses. La première, les États-Unis peuvent se le permettre parce que c'est quand même 60% des réserves de change à l'international, ça reste du dollar. Elle a pu se financer à taux bas aussi pendant très longtemps grâce à cette demande excédentaire, les pétrodollars, que vous le disiez précédemment, que l'achat de pétrole est fait en dollars, donc on est obligé de demander des dollars. Donc ce que je disais, il y a une demande constante de dollars. D'ailleurs, on le voit, l'Argentine aujourd'hui, elle ne choisit pas l'euro, elle choisit le dollar. Premièrement. Deuxièmement, en fait, c'est simple. On crée une dette, on l'annule, on crée une dette, on l'annule, on crée une dette et on l'annule. En fait, c'est la panacée. Et troisièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est que, effectivement, la santé de l'économie est importante et c'est effectivement ce qui fait que la monnaie garde sa valeur. Mais il y a aussi et surtout le fait que, et d'ailleurs, c'est les partisans de la MMT, c'est la théorie monétaire moderne, qui dit que aujourd'hui, la monnaie, donc c'est un passif de l'État. Et à l'actif, c'est quoi sa capacité à lever l'impôt pour venir extraire cet excédent de monnaie en fonction de la valorisation ou dévalorisation de celle-ci. Donc en fait, la bonne économie, s'il y a la bonne économie, il y a la capacité à lever de l'impôt puisque l'assiette, ça grandit. Et la finalité, c'est que parce qu'on peut lever de l'impôt. Et on peut lever de l'impôt parce que les gens payent leurs impôts dans cette monnaie. Donc au final, je suis obligé de conserver une monnaie qui ne me plaît peut-être pas forcément, qui est mise en excédent, parce que derrière, je vais avoir un prélèvement supérieur s'il y a ma monnaie qui perd en valeur. C'est la MMT qui le dit, tout simplement. Oui, alors, la MMT... moi, je partage beaucoup des objectifs de la MMT, mais je ne crois pas. La MMT dérive du chartalisme et du néo-chartalisme qui pense que la monnaie est uniquement une créature de l'État, ce que je ne crois pas. Je pense que la monnaie est, bien sûr, il y a une valeur légale et une contrainte d'usage qui est garantie par l'État. Mais, et donc le rôle de l'État dans la monnaie est essentiel, mais il n'est pas seul. C'est tout ce qu'on a expliqué sur le rôle des banques privées et autres. En définitive, ce qui compte, vous disiez, il suffit de créer une dette et de l'annuler et tout ça. En réalité, vous voyez bien que le système de marché seul ne suffit pas à répondre aux besoins de financement des États. Pourquoi toutes les banques centrales du monde ont mis en place des politiques de quantitative easing ? Parce que ça ne suffisait pas. Parce qu'il fallait une garantie derrière de la Banque centrale que la dette publique allait être écoulée. Baisser les taux avant tout. Le quantitative easing, c'était une volonté de baisser les taux longs. Oui, mais c'était aussi une volonté quand même d'assurer des débouchés à la Banque centrale, à la dette publique. Bien sûr, au travers de taux longs plus bas. Parce qu'une banque centrale, a priori, impacte les taux courts et le quantitative easing, c'était les taux longs. Alors, une banque centrale a le contrôle. Alors ça, vous voyez, ça c'est la pensée post-keynésienne avec laquelle je suis totalement en phase. Je ne suis pas keynésien. Mais vous l'êtes peut-être sans le savoir. Parce qu'une banque centrale, on parle souvent des taux de marché, mais en réalité, une banque centrale qui décide de contrôler les taux peut toujours le faire, quelle que soit la conjoncture. Il y a plein de taux, il n'y a pas qu'un taux.
les taux courts, les taux longs, si on accepte ce qu'on disait tout à l'heure sur la rémunération des banques privées, une banque centrale peut quand même toujours contrôler les taux. Elle l'a montré pendant la pandémie, elle l'a montré même avant ça, dès 2015, avec le quantitative easing. Voilà. Elle contrôle les taux, mais elle ne contrôlera pas l'impact que ça aura dans le futur. Une entreprise qui fait faillite, on a beau avoir les taux à zéro, si elle est sur le point de faire faillite, elle n'aura pas de financement. Ah, mais tout à fait, mais tout à fait. Donc elle contrôle les taux, en tout cas, qui sont affichés, mais pas le taux auquel non, l'acteur est confronté. Mais bien évidemment, mais je parle des taux... des taux donc elle ne contrôle pas tous les taux. Des taux de marché, oui, non, mais pas les taux individuels, évidemment. Oui, alors sur la question de la MMT, il y a 2 points qui me semblent très importants et que vous avez évoqués. C'est en effet qu'en cas d'excès de création monétaire, par exemple, un État a toujours la capacité de la retirer par l'impôt. Bien sûr. Ce qui a d'ailleurs pour vertu de le désendetter aussi. Mais il y a un autre aspect de la MMT qui me semble absolument fondamental, c'est que la MMT nous explique, et on l'oublie trop souvent, que les déficits de l'État contribuent aux excédents du secteur privé. Un État qui se mettrait en tête de faire que des excédents budgétaires, il prélèverait où l'argent pour faire ces excédents budgétaires ? Dans le secteur privé, forcément. Il peut pas le prélever ailleurs. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, un État en excédent budgétaire, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le secteur privé, parce que c'est un État qui va prélever davantage de monnaie dans l'économie qu'il va en restituer. Alors qu'un État en déficit budgétaire, c'est un État qui va dépenser plus dans l'économie que ce qu'il va prélever. D'où le recours à la dette, après, pour compenser. Alors, ce recours à la dette, attention, j'explique dans le livre qu'il n'est pas du tout indolore. Il y a plein de problèmes. Je voulais rebondir pourquoi il enlèverait la monnaie de l'économie, du coup ? Pourquoi il enlèverait la monnaie de l'économie ? Parce que vous êtes un État, vous voulez être en excédent budgétaire. Donc, vous voulez que vos gains, vos recettes fiscales soient plus importantes que vos dépenses. Quel choix vous avez pour ça ? Vous avez gagné de l'argent avec les entreprises publiques et vous avez surtout et essentiellement prélevé des impôts. Donc, si vous voulez être forcément en excédent budgétaire, vous allez prélever davantage d'impôts. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il veut être en excédent budgétaire et du coup retirer cette monnaie de l'économie ? Par exemple, pour rembourser sa dette. Si on se disait, là, la dette de l'État français est trop importante, elle représente 110% du PIB, et donc il faudrait que l'État soit en excédent budgétaire pour les 20 prochaines années pour rembourser une partie de sa dette et redescendre sous la barre des 60% de déficit. Bon, il y a 2 solutions. Soit il baisse drastiquement les dépenses publiques, soit il prélève davantage d'impôts. Bon, dans les 2 cas, soit il fait de la croissance, mais la croissance, ça se fait pas tout seul, surtout quand on réduit les dépenses publiques. Dans les 2 cas, le secteur privé y perd. Soit il a moins d'aides, soit il a plus de prélèvements fiscaux, et donc macroéconomiquement, c'est pas une bonne opération. La dette publique, juste sur ce point, la dette publique permet de compenser le déficit entre le gap entre le niveau des dépenses publiques et le niveau des recettes. Et c'est pour ça qu'il est devenu structurel, il est devenu récurrent, parce qu'on a finalement compris de manière implicite qu'un État devait investir plus dans l'économie qu'il devait retirer de la monnaie de l'économie. Et voilà, mais sauf que, évidemment, s'endetter massivement, ça a un coût, notamment en charge d'intérêt, notamment avec des taux qui remontent. Et surtout, aujourd'hui, on a un patrimoine de l'État français
qui commence à être assez fortement négatif. Hein, si on prend juste l'État lui-même, pas les collectivités publiques, parce que si on prend les collectivités territoriales, le patrimoine public en France reste légèrement positif. Mais si on prend que l'État, le patrimoine public de l'État est déjà négatif. Ça veut dire que ses dettes sont plus importantes que ses actifs. Et donc ça, plus des taux d'intérêt élevés qui nous conduisent à payer aujourd'hui 50 milliards d'euros d'intérêt chaque année, demain peut-être 70, 80 ou 100 milliards. Bon, ça, c'est des effets secondaires dramatiques. On a mieux à faire de cet argent. Et c'est pour ça que moi, je plaide soit pour des annulations de dettes, soit auprès de la BCE, soit pour de la création monétaire libre. Bref, pour que l'État puisse continuer à jouer son rôle d'injecter de la monnaie dans l'économie au service du secteur privé, mais sans avoir cette épée de Damoclès qui va le conduire soit à prélever davantage d'impôts, soit à sucrer les dépenses qui sont nécessaires pour la société. Donc, admettons que les dettes sont annulées. L'État n'a plus à rembourser de dettes. Les dettes BCE, hein, uniquement dettes BCE. Les dettes BCE. Okay. Ouais. Est-ce qu'il continuerait de s'endetter? Alors, si on fait qu'une annulation de dette pour la BCE, eh bien, oui, parce que forcément, et même, je vous disais, une conversion des dettes publiques en investissement. Comment ça se passerait? Dans un premier temps, la BCE annule les dettes qu'elle détient. Okay, donc, la dette diminue. Dans un second temps, si on veut qu'il y ait une relance, qu'il y ait un plan de relance qui soit financé, les États, en l'absence de pouvoir se financer directement auprès de leur banque centrale, vont être dans la nécessité de retourner emprunter sur les marchés financiers. Au passage, ça peut être une bonne opération pour les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, à chaque émission de dette publique par l'État, il y a 6 à 7 fois plus d'offres de financement de la part des acteurs financiers privés qu'il y a de demandes de l'État. Donc en fait, les acteurs financiers privés ont besoin de placer leur liquidité. Et l'État n'émet pas assez de dettes pour qu'ils puissent placer toute leur liquidité. Ce qui est un problème pour eux. Et donc demain, si on fait ça, on ouvre une nouvelle opportunité aux acteurs financiers privés de placer leur liquidité dans des titres de dette publique, ce qui m'a valu d'ailleurs le soutien assez inattendu du président de l'Association française des investisseurs institutionnels, Hubert Rodari, que je salue, parce qu'il a compris aussi ce mécanisme-là. Alors moi, évidemment, que ça fasse une nouvelle opportunité pour les marchés financiers de placer leur liquidité, c'est pas mon souci, c'est pas mon problème, et c'est pas pour ça que je veux faire ça. Vous avez compris, c'est pour avoir un grand plan d'investissement public qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais bon, ça peut aussi être une bonne opération pour les marchés financiers. Mais donc là, dans ce cas de figure, on continue d'emprunter sur les marchés. Si demain on couple les annulations de dettes avec l'émission de monnaie libre, eh bien, ce que j'appelle la monnaie émancipatrice dans mon livre, parce qu'elle nous émancipe justement de ce carcan de la dette, elle nous permet de nous libérer de ce carcan, eh bien, dans ce cas-là, vous avez une création monétaire qui va se faire en dehors des marchés, qui sera complémentaire au début de l'endettement sur les marchés, hein, parce qu'il ne s'agit pas que l'État se finance uniquement par cette monnaie libre. Cette monnaie libre, ça doit être une partie précise, ciblée, détaillée et pas forcément très importante en volume. Mais si on voit que ce système-là, comme je le pense, marche bien, qui donne de bons résultats, bah après on pourra augmenter la dose, et si on augmente la dose, on se libère un peu plus des marchés financiers. Ok, alors deux choses. Et on va partir, enfin la vidéo va durer 3 heures, donc il faudrait que je sois quand même assez synthétique. Première chose, donc les États continueraient de se financer auprès d'entités banques commerciales, mais vous vouliez les annuler, les banques commerciales, avec l'euro numérique. Donc comment on fait, premièrement? Et deuxièmement... Je vous ai dit que je suis pour une cohabitation des systèmes. Ouais. Une cohabitation des systèmes, et ensuite le meilleur gagne. et deuxièmement... donc il y aurait une émission de la part de une monnaie libre, on va dire émancipatrice du coup.
À aucun moment, du coup, l'État aurait besoin de retirer de la monnaie, du coup, ou quand même il continuerait à avoir besoin de retirer de la monnaie de l'économie, puisque ça reste quand même son passif et il a besoin de le lever au travers de l'impôt, comme on disait précédemment. La monnaie bancaire telle qu'on la connaît aujourd'hui est soumise à ce qu'on appelle la loi du reflux. Vous faites Mhm. un crédit, la monnaie est créée, vous remboursez ce crédit, la monnaie est détruite. C'est ce qu'on appelle la loi du reflux. Une monnaie libre n'est pas soumise à cette loi du reflux. Il n'y a Ok. pas de destruction monétaire. Donc évidemment, plus vous en injectez, plus vous avez une masse monétaire qui peut augmenter, ce qui n'est pas un problème. Ce qui n'est pas un problème dans la mesure où cette masse monétaire est bien employée. C'est pour ça que la destination, le ciblage de cette création monétaire est aussi important que son volume, voire peut-être même Parce que qu'est-ce plus qui se important. passerait si elle n'était pas bien ciblée? Bah, si elle n'était pas bien ciblée, elle pourrait, je dis n'importe quoi, mais si vous créez par ce biais-là 20 milliards d'euros, Mhm. vous dites c'est censé financer des dépenses d'intérêt général. Et que ces 20 milliards d'euros, en fait, on les utilise à acheter des hydrocarbures ou, je sais pas, à faire des importations de charbon, je dis n'importe quoi. Mais juste pour vous donner l'exemple, bah, évidemment, c'est complètement contre-productif. Ok. Non seulement ça fait une fuite monétaire à l'étranger, et en plus, pour importer du charbon, au lieu de produire nous-mêmes nos sources d'énergie. Donc voilà. Il n'y aurait pas de fuite monétaire avec, du coup, parce finalement, c'est quand même un raisonnement un peu circulaire là, où on retombe sur le fait de c'est une monnaie ciblée, mais elle peut toujours partir malgré tout à l'étranger. Elle peut partir dans un second temps, mais bon, on peut jamais tout régler en Ouais. matière. On peut jamais Et c'est tout pour ça qu'au régler. final, enfin, je vois mal comment on pourra vraiment cibler Non, mais enfin, moi, je comprends ouais. qu'on puisse cibler la dépense primaire, on va dire, Oui, mais mais on pourra c'est jamais ça qui est la essentiel. cibler. Ouais, mais je veux dire, la C'est ça monnaie qui est pourra partir essentiel. et donc, ce que je dis, elle pourra perdre aussi de la valeur. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une volonté de retirer cet excédent de monnaie, ou en tout cas partiellement au sein de l'économie, parce Ouais. qu'elle est partie à l'étranger, elle pourra peut-être revenir. Et du coup, c'est vrai que, comme vous disiez, l'excédent budgétaire se fait au détriment du coup du privé, d'accord? Mais ce déficit, s'il y a un excédent de monnaie, se ferait également au détriment du privé s'il y avait une perte de valeur de la monnaie. Oui, mais moi, je crois pas qu'il y aurait de perte de valeur de la monnaie. Je vais vous donner un exemple. Euh, Depuis 2015, la Banque centrale européenne, dans sa politique de quantitative easing, a créé plus de 6 000 milliards d'euros. Mhm. Ok, énorme. Dans le même temps, le PIB sur la zone euro a augmenté de moins de 2 000 milliards d'euros. Parce qu'on n'a pas créé. Enfin, alors, et sur ça, Ouais. moi, je reviens parce que le Mm. quantitative easing a consisté en la création de réserves bancaires Oui, pas seulement. Il y a une partie de Oui, ces mais réserves bancaires qui qui sont dorment. minoritaires. Il y a une partie de ces réserves bancaires qui ont été créées, qui dorment aujourd'hui sur les comptes de la Banque centrale. Et d'ailleurs, que la Banque centrale, soit dit au passage, qui est quand même un scandale absolu, rémunère. Facilité de dépôt. Et oui, mais elle rémunère à la facilité de dépôt. Mhm. Et c'est quand même fantastique, parce que ça l'a conduit À l'année 4% aujourd'hui. dernière. À 4,25, 4. Oui. Ce qui l'a conduit l'année dernière à créer, à partir de rien, ex nihilo, cette fameuse monnaie libre que je recommande moi pour financer la transition écologique. Et ben l'année dernière, la BCE a créé 143 milliards d'euros. Mhm. Et elle va refaire la même chose cette année si on ne change pas les règles pour rémunérer les dépôts bancaires. C'est une subvention pure et simple. Il y a beaucoup de personnes Pur et qui simple. s'offusquent de De ça. ce qui se passe en ce moment et qui disent bah oui, mais en plus, les personnes qui ont de l'argent dans les banques ne sont pas rémunérées à hauteur de 4%, etc. Et je partage, hein, pourquoi pas. Mais est-ce que ces mêmes personnes s'offusquaient quand les banques, du coup, payaient un impôt quand le taux de facilité de dépôt était négatif, du coup? Et bien précisément, qu'est-ce qui s'est passé quand le taux de la facilité de dépôt était négatif? Les banques centrales sont allées, les banques commerciales sont allées voir la banque centrale et ont dit non non, Bien sûr. on veut pas payer ça. Et elles ont négocié ce que vous savez, le fameux système du tiering qui les exonère de payer l'impôt négatif. Par contre, quand les taux sont extrêmement positifs, bah là, il n'y a pas de souci. Là, elles ne sont pas allées voir la BCE pour dire, ouais, quand même, là, il y a des taux très positifs. Faudrait qu'on arrête de nous donner de l'argent pour rien. 143 milliards d'euros, je le rappelle. Et cette année, si on ne fait rien là-dessus, ça va être la même chose. Donc, en 2 ans, la BCE aura subventionné, en créant de la monnaie, plus de 300 milliards d'euros à destination des banques commerciales, sans aucune contrepartie. Elles n'ont rien fait pour ça. Rien.
Elles ont échangé voilà. les dettes qu'elles avaient achetées. Donc quand on me dit il n'y a pas d'argent magique, je dis, soit vous ne connaissez pas ce qui se passe, soit vous voulez masquer le fait que de l'argent magique, il y en a, mais regardez à qui il profite. Les réserves, elles sont rémunérées comment aujourd'hui? Elles sont rémunérées par... Avec le flux qui est rentré quand même sur le compte de résultat de la BCE, en partie. En partie. Pour une toute petite partie. Une toute petite partie. Et c'est la même. C'est exactement ce que je veux vous dire, c'est que les réserves qui ont été créées aujourd'hui, qui sont libérées, c'est une toute petite partie des réserves qui ont été créées. On est d'accord. Alors là, vous posez la question de la partie de ces réserves qui ont été libérées et qui ont servi aux banques pour spéculer, pour faire différents achats d'actifs et tout ça. Il faudrait regarder les chiffres, mais c'est bien plus important que ce dont on parle là. Hein. Il y a quand même... voilà. En tout cas, moi, mon point était de dire... Vous avez eu 6 000 milliards d'euros de création monétaire et un PIB qui augmente de 2 000 milliards d'euros. Ça veut dire que vous avez 4 000 milliards d'euros qui sont passés soit dans les réserves bancaires, soit dans la spéculation, soit à tourner en boucle dans la sphère financière, bref, qui n'ont pas servi l'économie réelle. Mais qui peuvent affaiblir quand même la valeur de la monnaie, parce que toute la partie qui ne se traduit pas par un simple dépôt dans les réserves, dans la facilité de dépôt de la Banque centrale, peut venir financer des achats d'actifs à l'étranger et tout ça, et donc affaiblir la monnaie, comme vous le disiez. Moi, ma conviction, c'est que si on avait ciblé ne serait-ce que la moitié des 6 000 milliards d'euros créés vers l'économie réelle, vers des investissements qui nous libèrent, comme je disais, de l'importation en hydrocarbures, de l'importation de denrées agricoles, etc., qui servent vraiment à développer notre économie, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de créer autant de monnaie. Et en plus, on aurait créé de la monnaie ciblée vers des activités qui nous permettent de nous libérer de nos déficits extérieurs et donc de renforcer la valeur de notre monnaie. Ouais, sauf si les personnes l'utilisent pour l'échanger sur les marchés externes sans que ce soit nécessairement lié aux hydrocarbures. Donc, oui, mais justement, plus vous financez de relocalisation de l'activité en France, de développement de l'activité en France, par ce biais ou par d'autres ou par des politiques de soutien, moins vous avez de fuite à l'étranger. Pas forcément, il y a un excédent qui peut être converti dans un actif alternatif parce qu'on a un excédent de monnaie sur les comptes et qu'on a besoin de les convertir dans des actifs libellés dans notre devise, par exemple. Vous voulez m'emmener, vous voulez me faire dire que ces politiques monétaires vont procurer davantage d'argent aux gens et qu'une partie pourra être utilisée pour acheter du Bitcoin. Non, pas forcément du Bitcoin. Raison de plus pour soutenir mes propositions. Pas forcément du Bitcoin. Enfin bref, ça fait quand même pas mal de temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce que c'est des sujets passionnants. Et là, je ne sais pas quelle heure il est peut-être 17h, 17h30 et qu'on pourra en parler jusqu'à 20h. C'est ça. En tout cas, je vous remercie pour le livre. Merci beaucoup. Je le remontre à l'écran. Hop. Je vais le lire comme j'ai lu le premier parce que ça me tient toujours à cœur de lire... j'aime pas les biais de confirmation, donc lire des choses avec lesquelles je suis d'accord, ça sert à rien, puisque ça va simplement confirmer des choses avec lesquelles je suis convaincu. Par contre, j'aime lire des auteurs, des personnes avec lesquelles je partage pas forcément toutes les mêmes convictions, mais qui peuvent parfois avoir des arguments que je vais commencer à partager ou pas. Donc ça, je le lirai. Merci pour votre intervention, et puis peut-être à très vite. Eh ben, merci beaucoup Mathieu, et après votre lecture, vous serez convaincu de la nécessité d'annuler les dettes publiques, et si vous trouvez des contre-arguments on fera une autre vidéo. à cela, on fera une autre vidéo. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.